Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Débat autour du sujet qui a occupé tous les médias pendant le week-end, les retenues d'eau dans les Deux-Sèvres. Certains parlent de méga-bassine. J'aime pas trop cette expression méga-bassine. Je vois pas en quoi c'est une bassine, mais enfin une bassine c'est autre chose. Ce sont des retenues d'eau qui servent à stocker de l'eau à usage agricole. Alors, est-ce une solution nécessaire ou bien est-ce une solution dangereuse parce que vous le savez, nous souffrons de sécheresse, les tensions croissantes autour du partage de l'eau se multiplient à l'heure du changement climatique. Nous allons ouvrir le débat autour de ces retenues d'eau avec nos trois invités. Florence Pradier, qui est directrice générale de la coopération agricole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sébastien Leurquin, qui est journaliste indépendant, auteur de L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Votre Livre d'actualité. Et Yann Verling, fondateur de Les Écolos, nouveau parti écologiste. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, affrontement. On va pas revenir sur les affrontements. Je voudrais simplement y revenir avec le bilan. Week-end de violence. Félix Mathieu à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. À propos de ce projet, un manifestant se trouve entre la vie et la mort. Oui, dans le coma après un traumatisme crânien. Le pronostic vital de cet homme de 30 ans resté engagé hier soir selon le parquet de Niort. 3 manifestants grièvement blessés au total, dont une femme de 19 ans et un autre homme de 27 ans. Les organisateurs du mouvement anti-bassine parlent d'un bilan beaucoup plus lourd. 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement selon ces organisations écologistes. Alors les chiffres du parquet ne portent que sur les blessés officiellement secourus, ce qui peut aussi expliquer cet écart entre les chiffres. D'autres enquêtes en tout cas ont été ouvertes, notamment pour organisation de manifestations interdites, destruction de biens, violence sur militaires. Au total, 47 gendarmes ont été blessés, dont 2 se trouvent désormais en urgence relative ce matin. Face aux observateurs en tout cas de la Ligue des droits de l'homme qui leur reprochent de protéger l'accès aux bassines coûte que coûte, à coups de grenades et de lacrymogènes, eh bien les forces de l'ordre disent au contraire avoir fait un usage proportionné de la force et de mettre en avant les objets trouvés dans les affaires de certains gardés à vue, des boules de pétanque, des couteaux, des machettes, des haches ou encore des bonbonnes de gaz. Oui, il y avait des manifestants pacifistes et il y avait aussi des manifestants venus pour en découdre, venus de très loin et même de Nouvelle-Zélande, c'est ce que les autorités ont précisé. Bien, dans les Deux-Sèvres, 2 sites sont concernés, Sainte-Soline et Mauzé sur le Mignon. Il s'agit de stocker pendant l'hiver de l'eau à usage agricole. Est-ce indispensable, Florence Pradier? Oui, c'est indispensable. Évidemment, on a besoin d'eau pour pouvoir produire. Et cette eau, elle est nécessaire à tous les moments de l'année. On en a besoin en hiver, on en a besoin en été. Et le changement climatique auquel on fait face a des conséquences qui sont pas tant des conséquences sur les volumes, puisque on a plutôt une pluviométrie qui est régulière et qui devrait, sur les projections de Météo France, augmenter dans les années d'ici à 2100. En revanche, c'est la répartition qui pose un problème. On a des pluviométries qui sont beaucoup plus rares en été, et donc effectivement, il est important de pouvoir stocker au risque, sinon, d'avoir de vraies problématiques et de vraies dégradations de notre capacité à produire et à nourrir la population française. Est-ce que ces retenues d'eau sont indispensables, Yann Verling? Alors, retenir de l'eau, récupérer de l'eau, on le fait depuis toujours. Retenir ou récupérer de l'eau. Voilà, on le fait depuis toujours. On invite même les particuliers aujourd'hui à se doter de récupérateurs d'eau de pluie. Ça paraît logique. Par contre, ce qui se fait aujourd'hui dans des zones qui sont déjà en stress hydrique très important, je pense notamment à ces régions où on fait ces bassines, me semble pas être la meilleure des solutions. Je pense que le meilleur stockage, c'est dans la nappe. C'est dans la nappe, c'est de laisser l'eau dans la nappe et de la puiser quand c'est nécessaire. Mais la mettre en surface au risque qu'elle s'évapore énormément en été. Alors on parle d'évaporation 3 à 6% seulement. Je pense que ça peut être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus. Moi, je suis très sceptique sur cette solution, véritablement très sceptique. Je pense encore une fois qu'il ne faut pas s'opposer au stockage de l'eau, notamment quand il y a du ruissellement. Au départ, on nous parlait de retenue collinaire. C'est-à-dire que c'est l'eau qui s'écoule des collines, on la récupère dans des bassines au pied des collines. Ça, pourquoi pas? Mais là, on va chercher l'eau dans la nappe. Mais donc, je vous dis ça parce qu'il existe d'autres retenues d'eau dans le département voisin, en Vendée.
Il y en a beaucoup et ça fonctionne fort bien apparemment. Oui, mais le changement climatique est à l'œuvre. C'est-à-dire que les nappes phréatiques ne sont pas épuisées par ces retenues d'eau. Aujourd'hui, on a un vrai doute sur la capacité des nappes à rester pleines. On a des études qui ont été faites pour faire ces bassines qui datent d'une époque où l'eau était peut-être encore plus abondante qu'aujourd'hui. C'était avant 2010. 2008-2011, c'est les études qui ont été mises en avant. On a eu une sécheresse dingue en 2022. Dingue. Et des pronostics pour les années à venir, je suis pas sûr que vous ayez raison sur vos pronostics. Moi, je préfère être prudent. En matière de réchauffement climatique, les choses vont beaucoup plus vite que ce qu'on craignait. Donc il faut s'adapter aujourd'hui au pire et pas aux solutions les plus optimistes. Sébastien Lorquin. Alors en fait, ce qu'on voit avec ces bassines, c'est finalement l'opposition entre deux modèles antagonistes. Vous avez les arguments pro-bassines ont été dit, donc je vais un peu prendre l'autre côté. C'est qu'aujourd'hui, les opposants, ils dénoncent quoi? Ils dénoncent un accaparement de l'eau. Pour eux, ces bassines qui sont construites majoritairement avec de l'argent public et à destination d'exploitation de quelques exploitations privées, agricoles, soulèvent un problème donc de partage. C'est-à-dire les agriculteurs s'accaparent l'eau. C'est un bien commun, quoi. C'est ce que vous dites. C'est ce que dénoncent les opposants aux bassines, voilà, et sur lesquels nous, effectivement, on a enquêté. Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est que dans le contexte de sécheresse qu'on connaît particulièrement cette année, continuer à miser sur les bassines et la recharge des nappes phréatiques pour aller pomper dedans en hiver et irriguer l'été, c'est un scénario qu'on n'est pas forcément obligé de croire. Ils expliquent aussi, ils prennent tout un tas de rapports pour justifier leurs arguments. Et vous disent par exemple que le Bureau de recherche géologique et minière, dont l'étude est brandie par BRGM. Le BRGM, dont l'étude est brandie par bon nombre de pro-bassines, il vous explique que le BRGM lui-même a rétropédalé, a expliqué que son étude ne prenait pas en compte justement le changement climatique, l'évaporation et la sécheresse. Donc voilà, vous avez quand même aujourd'hui un véritable débat qui se pose avec deux modèles qui sont vraiment antagonistes. Alors les agriculteurs se sont engagés, je voudrais être très précis, à économiser l'eau, à replanter des haies, à adopter des cultures plus résilientes et à faire attention à l'utilisation de produits phytosanitaires. En contrepartie, Florence Pradier. Oui, mais c'est indispensable. C'est indispensable pour la culture. De toute façon, quelle que soit la culture, qu'elle soit bio ou traditionnelle, il faut de l'eau. Bien sûr, l'eau est nécessaire pour l'ensemble des modèles et l'ensemble des modèles et des types de production. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'année dernière, on a effectivement connu une période de sécheresse qui est tout à fait insolite, et ça a eu des impacts sur des productions. Je vais prendre par exemple le haricot vert en Bretagne, moins 50% en volume. Dans le Gers, une coopérative qu'on connaît bien, qui a à peu près 70 productions, 50% des cultures ont été concernées par la problématique du stress hydrique, et donc 50% de rendement en moins. C'est-à-dire que les effets sont immédiats. On n'a pas le temps quand la plante a besoin d'eau. En fait, si l'eau n'arrive pas, eh bien les rendements baissent de façon dramatique. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur les bassines, effectivement, ce sont des projets qui sont autorisés. Il y a une autorisation et très encadrée dans leur usage. Ça, c'est une vraie réalité. Elles ont souvent émergé à l'issue d'une concertation qui a été longue avec l'ensemble d'acteurs ou de parties prenantes. Et puis il y a des engagements, comme vous le dites, des agriculteurs, parce que le droit à capter ou à prélever de l'eau, eh bien, il a des contreparties. Il y a des contreparties en agriculture, celui de s'engager vers une agriculture qui est plus durable, celui de baisser les produits phytosanitaires, celui de replanter des haies, par exemple, celui de favoriser un écosystème et de la biodiversité. Il y a des contreparties qui sont importantes et qui ne sont pas que du volontariat, puisqu'elles impliquent aussi les pouvoirs publics, et ceux-ci vont être les garants du contrôle et de vérifier que ce qui a été dit sera bien fait. Sébastien Lorquin. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même un contre-argument qui est apporté parfois, c'est que quand vous voyez, il y a quand même des décisions de justice aujourd'hui qui sont contraires au projet de bassine. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que celle une bassine en Charente-Maritime prélevait trop d'eau, que la quantité d'eau prélevée était illégale. Mais peut-être que certaines bassines sont inutiles et d'autres utiles. Vous retenues d'eau. Moi, j'aime pas trop, encore une fois, ce mot bassine, mais bon. Yann Verling. Surtout, on ne peut pas non plus uniformiser la loi, combattre toutes les retenues d'eau. Peut-être que certaines sont utiles, d'autres pas. Et je pense surtout qu'il y a des cultures qui sont prioritaires. Par exemple, vous avez cité le maraîchage. Le maraîchage, effectivement, si on veut des fruits et des légumes, il faut de l'eau, et ça, je suis totalement favorable à ça. Après, l'irrigation, oui, mais il y a d'autres cultures, contrôlée.
pour dire franchement les choses, les grandes cultures aujourd'hui doivent s'adapter beaucoup plus. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir des grandes cultures qui ont besoin de moins d'eau? Les grandes cultures, c'est le maïs, c'est ces cultures-là. Donc il faut appeler un chat un chat. Pour le maraîchage, oui, absolument. Et puis j'ajoute par ailleurs qu'on est aujourd'hui très mauvais en solutions alternatives. Je pense notamment à l'utilisation de l'eau grise, des eaux grises. Oui. En Espagne, 14% de l'eau est utilisée issue des eaux grises. En France, c'est 1%. Les eaux grises sont les eaux usées. Exactement. On peut arroser avec ces eaux de récupération. Et nous, en Ile-de-France, on va l'expérimenter ça. Mais ça, c'est vraiment des voies prioritaires à privilégier d'abord, et le changement de culture, évidemment, pour s'adapter à des besoins de culture qui ont besoin de moins d'eau. Bien, le débat est ouvert, bien ouvert, nous allons y revenir, mais j'ai une petite pause à observer. Il est 11h13, va se joindre à nous ma consoeur Géraldine Wössner qui a écrit un article très documenté dans Le Point, qui est très anti-contestataire des retenues d'eau. Hein. Elle est très pro ces retenues d'eau, elle avance ses arguments. Dans un instant, il est 11h13, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h17, ces retenues d'eau sont-elles utiles, indispensables? On en parle et on débat ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec nos invités, Florence Pradier, qui est directrice générale de la coopération agricole, Sébastien Leurquin, qui est journaliste indépendant, auteur de L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, point d'interrogation, et Yann Verling, fondateur des Écolos, nouveau parti écologiste. Et se joint à nous Géraldine Wössner, ma consoeur du Point. Géraldine Wössner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ces retenues d'eau, je n'aime pas le mot bassine, je le précise encore une fois. Ces retenues d'eau coûtent cher, Géraldine. Est-ce qu'elles coûtent cher? Oui, elles ont un coût, assurément. La question est de savoir si elles rapportent plus qu'elles ne coûtent à la collectivité au final. Hein. Oui. Et alors, quelle est la réponse pour vous? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. D'ailleurs, aucun hydrologue sérieux ne viendra prendre une position, vous dire c'est toujours mal ou c'est toujours bien. C'est pas une solution miracle. Selon les contextes hydrogéologiques, ça peut présenter un intérêt. Dans d'autres cas, ça n'en présentera aucun ou ça sera des effets néfastes. C'est intéressant parce que dans ce débat-là, il y a des exemples qui existent et qu'on ne cite jamais et qui sont positifs, hein, notamment en Vendée, la Vendée qui est le département voisin des Deux-Sèvres. 25 retenues d'eau ont été creusées entre 2007 et 2019. Et alors à l'époque, il y a eu des réticences, mais on voit maintenant l'effet positif qu'on mesure d'ailleurs sur la 60aine de piézomètres installés dans le département. Ça a permis de réduire de 60% les prélèvements sur la nappe phréatique en été. Et résultat, le niveau des nappes en été a augmenté de 1 à 2 mètres. Donc oui, on peut dire que ça peut avoir dans certains cas précis des effets positifs. Oui, j'ai vu ça dans votre papier du Point, et je l'ai noté d'ailleurs tout à l'heure, cet exemple vendéen. Bien, vous, Sébastien Leurquin, vous voulez répliquer à Géraldine Wössner? Alors on voit bien, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure. C'est un bon exemple qu'elle a pris. Oui, mais mais on est dans une opposition entre deux modèles finalement agricoles, et on dit souvent que les bassines c'est la défense des agriculteurs. Encore une fois, on est sur quelque chose de nuancé parce que tous les agriculteurs ne sont pas pro-bassines. Ça aussi, il faut bien le dire. On l'a vu d'ailleurs, la Confédération paysanne était l'un des co-organisateurs du rassemblement du week-end dernier. Alors, cela dit, oui, je pense que ça aussi, il faut le nuancer. Il faut nuancer les positions syndicales. L'accès à l'eau n'est pas une question de modèle d'agriculture. Ça, c'est le narratif que des militants veulent toujours mettre pour opposer des modèles. L'agriculture intensive ne consomme pas plus d'eau que l'agriculture biologique ou l'agriculture dite paysanne. Il n'existe pas de culture sèche. C'est pas vraiment une question de modèle. D'ailleurs, autour de ces bassines, il y a effectivement des agriculteurs en conventionnel concernés. Il y a aussi des petits maraîchers, il y a aussi des éleveurs en bio. C'est vraiment pas, je pense, une question de modèle agricole. Mais on veut en faire un symbole d'opposition de modèle. Et c'est là, je dis, attention, danger. On n'est pas dans la défense d'un intérêt général, on n'est pas dans un discours rationnel, on est là dans un discours tout à fait politique et qui instrumentalise la question de l'eau. Un discours politique, Géraldine Wössner?
Ah mais clairement politique. On a là des partisans d'un modèle décroissant, en fait, d'un modèle anticapitaliste qui combattent effectivement un modèle agricole et qui se saisissent de ce prétexte de l'eau pour mener ce combat. Un mouvement anti-progrès technologique et anti-innovation, comme vous l'écrivez ? Il rassemble ce courant, il rencontre ce courant-là dans l'opinion publique. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'en France, on n'a pas d'agriculture industrielle. Les modèles dont on parle, ce sont des fermes familiales autour. Alors c'est vrai qu'ils font de la production, qu'ils veulent produire. Maintenant, quelle alternative ils proposent, ça n'est pas très clair, parce que l'intérêt de ces bassines, telles qu'elles ont été conçues, en tout cas en Vendée, et telles qu'elles l'étaient aussi dans les Deux-Sèvres, c'est qu'il y avait un contrat qui était conclu entre toutes les parties, et on demandait aux agriculteurs des contreparties à l'accès à l'eau de ces retenues, et notamment celle de baisser leur utilisation de produits phytosanitaires, celle de modifier leurs assolements, celle de faire de grosses économies d'eau, parce que oui, le monde agricole va vraiment devoir s'adapter au nouveau contexte climatique, mais une opposition frontale sur des bases qui sont peu rationnelles ne semble pas forcément une solution pertinente. Yann Verling, vous êtes d'accord avec Géraldine Vosner ou pas? Moi, je suis d'accord. Est-ce que c'est devenu, ces combats contre ces retenues d'eau, est-ce que c'est devenu un objet politique, quoi? Non, est-ce que c'est un objet politique aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas politique? Oui, qu'est-ce qui n'est pas politique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais politique politicienne. De politique politicienne. Alors qu'il y ait des tentatives de récupération politique, évidemment qu'il y en a. Évidemment qu'il y en a. On a vu des députés de la France Insoumise aller sur place pour plaider la convergence des luttes. Ça, c'est vraiment dramatique parce que ça plaide totalement contre la cause de questionnement légitime qu'on peut avoir sur comment partager efficacement et utilement l'eau. J'ai l'impression, pardon de vous le dire, là je vais être un peu direct, j'ai l'impression que les agriculteurs sont montrés du doigt et sont désignés comme des criminels. Non mais on en est là. Mais on en est là. Non, je pense qu'il ne faut pas pousser le trait, caricaturer. Le trait, il est caricaturé. Bien sûr, non mais bien entendu, mais aujourd'hui, on doit défendre une agriculture qui demain survive à cette situation d'un climat qui change. Et donc il faut effectivement trouver des solutions. Mais tout le monde est d'accord. Voilà, mais moi je vous en ai exposé quelques-unes. J'ai dit que il fallait réfléchir à des solutions qui soient plus économes de la ressource en eau pour tous. Je vous ai dit que pour le maraîchage, il fallait effectivement mettre le paquet pour effectivement assurer le maraîchage en France et qu'il y avait des cultures qui devaient évoluer. C'est une position pragmatique que je défends là. Mais évidemment, je suis contre toutes les violences que j'ai vues ce week-end, qui sont absolument dramatiques, qui sont finalement le meilleur allié de ceux qui défendent finalement un modèle qui n'est pas celui que les militants défendent sur place. Donc il faut condamner ces violences et clairement dire qu'on doit réfléchir et s'éclairer. Pour moi, un politique comme je suis, on a besoin d'être éclairé par des données objectives. Oui. Voilà. Et ces données objectives, aujourd'hui, elles manquent sur la question de l'eau. Et donc, on est un petit peu à se poser des questions légitimes. Comment faire pour avoir demain une ressource en eau équitablement répartie et qu'on ne fasse pas des erreurs d'investissement qui demain pourraient être nulles. Parce que si demain on n'arrive pas à aller remplir ces bassines parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes, on fait comment? Géraldine Vosner. Moi, ça me semble justement un argument qui est un petit peu fallacieux. Évidemment, personne ne prétend que c'est la solution miracle. Mais attendre la solution parfaite, ça n'arrivera pas non plus. Donc évidemment, il n'y aura pas une solution à chaque fois. Ça sera, on peut le souhaiter en tout cas, toujours un panel de solutions. Éventuellement des retenues d'eau, mais associées avec de nouveaux assolements, avec des changements de pratiques, avec des efforts sur l'irrigation. Voilà, c'est toujours un bouquet de solutions. Et il faut se méfier de ceux qui arrivent avec un discours jusqu'au boutiste et radical, qui vous diront jamais de bassine. Ça, c'est un discours idéologique. Parce que, c'est la signature d'un discours idéologue. Aucun hydrologue sérieux ne vous dira, sans connaître un contexte très précis, qu'il faut rejeter toute solution. Et moi, ce que je déplore, c'est que les défis sont tels, les défis que nous pose le réchauffement climatique sont tels qu'on va tous devoir en rabattre un petit peu. Et si on n'est pas capable de passer un peu sur ces idées reçues, de se parler et de faire montre d'intelligence collective sur ces dossiers qui sont
technique, on n'y arrivera jamais. Et faire croire qu'il suffit de changer de modèle, ça aussi c'est un mythe. On entend parler, ils ont qu'à planter du sorgho, faire des cultures moins gourmandes en eau. Mais il ne s'agit pas simplement de planter du sorgho, il faut qu'il y ait des entreprises qui le transforment, le sorgho, qu'il y ait des usines qui fabriquent des farines de sorgho, du cookies de sorgho. Il faut des gens qui les vendent, des consommateurs qui les achètent et qui les mangent. Un système alimentaire, ça implique toute la société et pas seulement l'agriculteur. Bien, merci beaucoup Géraldine Wössner d'avoir participé. Je vais donner la parole à Sébastien Lurquin. Je voudrais quand même remarquer que c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Bien, et la suite de la contestation très forte contre la réforme des retraites. Et peut-être que la contestation contre la réforme des retraites a été transposée à la campagne. Aussi dans les champs. Je me mets aussi à la place, pardon, mais je ne veux pas les oublier, je me mets à la place des agriculteurs qui ont vu leurs champs piétinés par des milliers de manifestants qui ne connaissent pas grand-chose à la culture et qui viennent piétiner le travail de ces agriculteurs. Je me mets aussi à leur place. Imaginez qu'en ville, on vienne saccager comme ça, sans raison particulière, des commerces où on vienne... Non, je me mets à leur place. Ils travaillent toute l'année, ils travaillent dur et ils voient leur travail piétiné. Ça doit pas être très agréable. Sébastien Lurquin. Non, je suis d'accord avec vous, on peut que regretter ces tensions. Oui. Néanmoins, on peut aussi se dire que vu le niveau de tension total qu'on a vu ce week-end, est-ce qu'il n'est pas temps que les deux camps, que ce soit les pouvoirs publics d'un côté et les militants de l'autre, fassent un pas en arrière, se mettent autour de la table et discutent? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de remettre un débat dans le vraiment de créer les conditions d'un véritable débat public, de donner le temps à la science aussi de faire des études pour trouver si les bassines ne sont pas la solution miracle. Est-ce que il n'est pas temps aussi de débat quelles autres solutions et et que le débat puisse prendre de l'ampleur. Nous allons parler. Tiens, Eric est maraîcher à Saint-Rémy-de-Provence. Il va intervenir, il va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Je vais vous donner la parole. À tout de suite, mais il est déjà 11h27. Il faut que j'observe une petite pause supplémentaire. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h30. Merci d'être avec nous. Allez, nous débattons autour de l'utilisation de l'eau. Est-ce que les agriculteurs... le fond du problème, est-ce que les agriculteurs utilisent trop d'eau aujourd'hui dans la population? Tiens, écoutons Eric. Eric a des arguments à nous faire partager. Il est à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Eric. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes Bourdin. Maraîcher, hein, Eric. Maraîcher, c'est ça. Et oui. Il n'y a pas très longtemps pour les panneaux photovoltaïques. Donc exactement. Vous êtes maraîcher en conventionnel, hein? En conventionnel, en culture classique. Que pensez-vous de ce débat autour de l'utilisation de l'eau? Déjà, avant de revenir sur le débat et l'utilisation de l'eau, je voudrais revenir sur ce qu'elle dit la journaliste du Point, Géraldine, concernant le fait qu'on est toujours en train d'essayer d'opposer deux mondes dans le monde agricole, à savoir le monde bio, qui serait le monde parfait vu par une partie des gens de gauche et d'ailleurs, qui serait le monde idéal, et les gens qui travaillent en culture raisonnée comme nous. Sauf que c'est ce que je dis et qui me fait réagir, c'est que ces deux mondes-là, on tente depuis longtemps de les mettre en opposition. Ils ne sont pas en opposition du tout. On a une vision différente de voir les choses. J'ai énormément de gens qui sont producteurs bio, puisque je suis président d'un CETA, un centre d'études techniques agricoles, et on a des CETA où l'on a des gens qui produisent en bio, mais à aucun moment on est opposé entre ce monde bio et ce monde dit conventionnel. Les bio nous ont amenés, pour finir là-dessus, Jean-Jacques, les bio nous ont amenés à être meilleurs à travers la lutte intégrée, la protection biologique intégrée et toutes ces choses-là, mais à aucun moment les gens ne sont en opposition en bio ou en lutte raisonnée. Je suis très content d'entendre ça, Eric. Vraiment très content. Parce que, évidemment, ceux qui ont envie, ceux qui, encore une fois, déplacent le débat sur le terrain purement politicien, veulent absolument opposer les producteurs bio aux producteurs raisonnés ou raisonnables d'une agriculture raisonnable. Or, vous travaillez main dans la main. Oui, on travaille main dans la main, puisque à l'APREL, par exemple, l'Association pour la recherche et l'étude légumière, on n'a pas de projet bio ou conventionnel. On a des projets qui vont faire bénéficier le monde agricole et le maraîchage, puisqu'on est spécialisé là-dessus, mais qu'ils soient bio ou non bio. Ça va être les essais de fertilisation, les essais de variétés, toutes ces choses-là. Mais à aucun moment, on est en opposition. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faudrait que les gens lisent un article très intéressant, et ça
je n'arrête pas de le répéter, de Sylvie Brunel, qui est géographe, qui au moment de la crise du Covid fait ce parallèle avec le monde agricole, pensant que notre système hospitalier pouvait faire front à ce moment-là à tout ça. Et on s'est rendu compte que par manque de matériel, d'investissement, d'humain, on n'a pas pu faire front comme je souhaitais. Alors en ce qui concerne l'eau, Éric, quel est votre point de vue? Ces retenues d'eau? Oui. Alors, en ce qui concerne l'eau, c'est ce que je dis, nous, c'est vrai qu'en Provence, on a la chance d'avoir Esser-Ponson et la Ronde et le Ronde et la Durance avec une gestion qui est faite de l'eau pour le monde agricole, mais on a la chance d'avoir ça. Quant aux régions qui n'ont pas justement ces eaux telles que nous les avons, nous, je pense qu'il faut être très prudent dans le sens où c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'en Vendée, c'est ce que disait la journaliste du Point juste avant, que j'ai pu entendre, c'est qu'en Vendée, ça s'est apparemment avéré efficace. Maintenant, des bassines, je pense qu'on des bassines ou des retenues d'eau, appelons ça comme on veut, je pense que de toute façon, on en aura besoin. Après, il est clair qu'avec le changement climatique qui s'opère, il va y avoir des questions plus profondes. Alors justement, Éric, vous, maraîcher, vous avez besoin d'eau. Est-ce que vous avez changé vos pratiques? Est-ce que vous avez vous économisez l'eau autrement qu'avant? Est-ce que vous êtes plus attentif à l'utilisation de l'eau? Monsieur Bourdin, vous savez, on parle de l'eau en 2023. Moi, j'ai 57 ans, donc il y a plus de 40 ans que je travaille dans ce métier. Et on a fait de grandes évolutions, c'est-à-dire qu'avant, on arrosait à rage, on mettait des raies d'eau dans le plein champ. En passant sous les serres, on a optimisé l'irrigation à travers le goutte à goutte. Où là, franchement, on a considérablement réduit les besoins en eau. En paillant, en couvrant d'un film plastique ou de paille, comme il se faisait à l'époque, les endroits où les raies irriguaient, pour éviter l'évaporation. On fait pareil en salade puisqu'on a de la micro-aspersion, des films paillages perforés qui évitent l'évaporation. Il y a bien longtemps, mais bien longtemps, qu'on a fait de très très gros efforts concernant l'irrigation en maraîchage qui ont suivi et qui ont découlé après pour l'arboriculture, pour la vigne et toutes ces choses-là à travers l'invention du goutte à goutte. Vous savez, c'est les Israéliens qui ont inventé ça. Ils avaient peu d'eau et ils sont arrivés à faire de leur région très sèche une très belle région agricole, très productrice et nourricière. Donc l'eau, il y a très longtemps que ce problème nous préoccupe. Bien. Voilà. Merci Éric. Merci. C'est très intéressant. Évidemment, il y a longtemps que dans le maraîchage, on se préoccupe des questions d'eau. D'ailleurs, encore une fois, il ne faut pas être opposé au progrès technologique, Yann Verling. Ah, absolument pas. Il y a sans cesse des progrès technologiques qui nous aident, qui doivent nous aider à économiser l'eau. Et surtout, il y a, parce que on s'est habitué en France à une abondance d'eau. Et donc on devient un pays qui est en stress hydrique, comme on dit. Donc maintenant, regardons les pays qui, au sud de l'Europe, et même au-delà, ont toujours eu ces stress hydriques, et ils ont des pratiques. Inspirons-nous de ces pratiques aussi, et n'inventons pas l'eau tiède, si je puis me permettre. Oui, Sébastien Lurquin. Oui, c'est ça, il faut voir finalement quelles solutions pourraient être trouvées, parce que c'est vrai que là, particulièrement cette année, on voit une situation de sécheresse catastrophique. Donc elle a peut-être le mérite, cette situation, d'être un révélateur. Oui, et de mettre la question de l'eau au premier plan, et il faudrait que ça le soit de manière durable pour qu'on fasse société finalement, et qu'on mette toutes les solutions possibles sur la table, qu'il y ait des débats, et que... C'est sûr que ce n'est pas en s'affrontant entre manifestants d'un côté et police ou gendarmerie de l'autre qu'on va faire avancer le débat. Ça, c'est évident. Avant de vous donner la parole, je voudrais que nous écoutions Jean-François, qui est, lui, agriculteur céréalier. Bonjour Jean-François. Bonjour M. Bourdin, mais bonjour à tous vos auditeurs. Qu'est-ce que vous dites, Jean-François, vous? Quand vous voyez ce qui s'est passé ce week-end, quelle est votre réaction? Bon, ma réaction, je vais vous dire, M. Bourdin, n'est pas compliquée. Depuis le Covid, en France, on a que les experts. Vous voyez, ce matin, je vous écoutais, quelqu'un qui parlait des fraises. Lui, il était expert dans l'eau. Oui. Voilà. L'autre, il est expert. Bon, c'est des gens qui ne connaissent rien dans l'agriculture, mais absolument rien. Qui viennent aujourd'hui, depuis les réseaux sociaux, donner leur parole pour un oui, pour un non. D'ailleurs, des fois, il vaut mieux que les gens se taisent, des fois, se taire, c'est plus intelligent que de parler. Oui. Voilà. Et il faut surtout, il faut que les gens comprennent comment ça marche l'agriculture. Oui. Voilà. Aujourd'hui, mon constat, c'est que ce qui s'est passé à Sainte-Soudine, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, mon constat, moi, c'est que on avait une bande ultra-gauche qui ne sont pas venus pour le problème de l'eau, ils sont venus pour en découdre avec l'autorité. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Oui, aujourd'hui, le problème de l'eau, monsieur Bourdin, on a
une évolution du climat. On ne sait pas où on va parce que personne n'est capable de savoir. Comment faites-vous, vous réfléchissez à ce problème, évidemment. Vous êtes céréalier. Comment faites-vous, comment imaginez-vous l'utilisation de l'eau? Il faut commencer à laisser travailler, parce qu'il y a une grosse pression des écologistes sur l'INRA et sur la recherche agronomique. Aujourd'hui, on est en train de sortir des variétés de blé, de colza, qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse qu'avant. Eh oui, plus résistantes, évidemment. Pourquoi on ne sait pas, ils ne veulent pas qu'on le fasse. Voilà. Ils aimeraient qu'on retravaille comme il y a 50 ans en arrière. Pas tous les écologistes, tout dépend des écologistes. Il y en a des constructifs et d'autres négatifs. On a des écologistes sectaires. Moi, quand j'entends dimanche matin, mais je vais vous dire, ça m'a fait bondir, dimanche matin, sur une chaîne concurrente à vous, à la télé, je ne sais pas retrouver son nom, mais c'est la députée écologiste de Paris, qui n'a jamais quitté Paris, je crois, voilà, qui nous dit comme ça, parce qu'il faut toujours mettre une couche, que les pesticides, ça aussi c'est un mot inventé par eux, parce que ça n'existe pas les pesticides, c'est des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires. Donc, que les pesticides, a dit, ça augmente le besoin d'eau aux plantes, mais elle a dû jouer où ça? Oui, c'est vrai que... Le problème qu'on a aujourd'hui... Les produits phytosanitaires n'augmentent pas le besoin d'eau, que les choses soient claires, non? Enfin, je ne sais pas, je m'adresse à Florence Pradier, non? Non, pas du tout. C'est pas, effectivement pas le sujet. Strictement aucun rapport. Oui, Jean-François, terminé. Quand vous êtes malade, vous prenez un antibiotique. Quand vous êtes malade, vous prenez un antibiotique, vous prenez un cachet. Regardez les matières actives des cachets et regardez les matières actives des fongicides. C'est bien souvent les mêmes. Bon, Jean-François, vous, concrètement, ça sera ma dernière question, comment faites-vous pour économiser l'eau aujourd'hui? Vous y réfléchissez? On essaye de semer plus tôt. Oui, semer plus tôt. Il y a un côté technique. Oui. Il y a un côté aussi de la recherche. Bien sûr. On essaie de faire des variétés qui sont de plus en plus résistantes. Bien sûr. C'est chez l'eau, voilà. Bien sûr. Et après, M. Bourdin, je veux dire, là, c'est le problème des bassines. Mais le problème, il est même ailleurs. Moi, chez moi, je suis dans un endroit où je suis dans les poteaux. Je suis limite Gers-Haute-Garonne. J'ai des bassins versants. C'est pas compliqué de faire une digue et de stocker de l'eau. C'est l'eau de pluie. Là, c'est pas l'eau de. Donc stocker de l'eau, évidemment. Chaque agriculteur pense à stocker de l'eau. Ça me paraît logique, et notamment les céréaliers, évidemment. Merci Jean-François. C'est vrai que il y a quelques années, on construisait facilement des retenues d'eau. Personne ne contestait. Aujourd'hui, c'est très contesté, avec évidemment la raréfaction de l'eau. Moi, je lisais là, je ne sais plus où, une retenue d'eau dans le Tarn, construite dans les années 50 pour assurer l'autonomie en eau potable pour tous les foyers de la région. Et la moitié du Tarn est alimentée par ce barrage. On a construit beaucoup de barrages, beaucoup de retenues d'eau. Aujourd'hui, comment se fait-il que ces retenues d'eau ne soient plus acceptées par une partie de la population ? Yann Verling. La réalité, c'est que les gens voient bien que le changement climatique est à l'œuvre et qu'il y a des problèmes d'eau. Il y a même eu un colloque. Retenir de l'eau. Retenir de l'eau de pluie, oui. La pomper dans les nappes, non. C'est un autre sujet. Sur en plus des surfaces complètement imperméabilisées, parce que les retenues d'eau dont vous parlez, l'eau elle peut s'écouler dans les nappes si elle est en excès. Mais là, elles peuvent pas s'écouler. C'est retenu. C'est imperméable. C'est pas la même chose. Donc encore une fois, retenue d'eau, oui. Comme on fait de la récupération d'eau de pluie, mais de l'eau de pluie, de ruissellement, pas en cherchant dans les nappes. Sébastien Lorpin. Oui, les différents témoignages qu'on a entendus finalement montrent qu'on est dans un dialogue de sourds. Parce que, à l'inverse des auditeurs qui ont appelé, les militants écologistes vont vous dire que face à l'urgence climatique, il est urgent d'agir. Et pour eux, il faut imposer un autre modèle. Et je voulais juste préciser, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le modèle. Bien sûr, je veux juste vous préciser ce que je voulais vous préciser, c'est en tout cas qu'ils sont tellement dans leur vision du monde, et que ce qu'on a vu ce week-end, on risque malheureusement de le revoir. L'un des principaux organisateurs, les Soulèvements de la Terre, l'a annoncé. Ils ont annoncé leur saison 5. Et pour eux, c'est comme dans une série. Vous avez eu l'épisode 1 qui était Sainte-Soline. Et ils ont déjà annoncé l'épisode 2 qui aura lieu autour de l'autoroute Toulouse-Castres. Donc en fait, on voit apparaître comme ça un front. Toulouse-Castres. On voit en fait apparaître un front écologiste aujourd'hui qui
va contester tous les projets d'infrastructure partout sur le territoire. Il y a une véritable volonté de décentraliser la lutte et pour eux de s'attaquer sur le terrain aux projets que eux jugent et considèrent. C'est pour ça qu'on posait la question de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Voilà, parce que les militants vont se dire éco-résistants et de la résistance, on passe à une forme de terrorisme. J'aime pas trop l'utilisation de ce mot terrorisme, je vous le dis tout de suite. Mais alors le mot d'éco-terrorisme est trop fort effectivement. C'est Gérald Darmanin qui l'avait utilisé en octobre au lendemain des événements de Sainte-Soline. Aujourd'hui, on n'est pas dans un cadre d'éco-terrorisme en France. Bon, c'est aussi un mot qui est résistance à quoi? Aujourd'hui, on voit en tout cas qu'il y a un glissement sémantique. Vous avez les militants qui vont se dire éco-résistants, ils vont vous dire que non, ils ne font pas des sabotages, mais qu'ils font des désarmements. Voilà, ils sont dans cette volonté de changer le vocabulaire pour imposer aussi, de la même manière, leur vision du monde, leur vocabulaire, parce que ils posent en fait quelque part la question de la violence légitime. Les affrontements vont se multiplier. C'est pour l'instant inéluctable, parce que vous avez d'un côté un État qui reste sourd aux revendications de ces militants-là. On peut être d'accord ou pas, elles existent ces revendications. Et donc les soulèvements de la terre, par exemple, ils vous disent, tant qu'on ne sera pas entendu, on va multiplier les campagnes. Entendu, ça veut dire adopter nos solutions. Mais d'ailleurs, quelle solution? C'est tout le débat. La solution, c'est la décroissance. C'est en tout cas l'une des principales au cœur de leur projet. Évidemment. Florence Pradi, un mot juste avant la pub. Dans les solutions de l'usage de l'eau, et sur l'usage de l'eau, c'est des solutions qui sont souvent concertées. Ce qu'on voit, c'est que les militants qui sont opposés au projet sont soit des gens qui ont refusé d'aller sur des concertations pour trouver des solutions collectives avec les gens locaux, les collectivités, les associations, soit des gens qui ne viennent pas de l'endroit où est le problème. Donc c'est effectivement qui viennent d'ailleurs, ce qui est un vrai sujet. Alors que dans des endroits où la concertation a lieu, où les solutions sont mises en place, et elles concernent pas que le stockage de l'eau. Le stockage de l'eau n'est qu'une partie de la solution. On a un sujet de réguler et d'être capable de capter de l'eau au moment où on a besoin dans l'agriculture. Il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions. On a parlé de recherche variétale, les agriculteurs en ont parlé, ceux que vous avez écoutés. On avance aujourd'hui des dates de semis pour essayer de pouvoir bénéficier un peu plus des eaux de pluie d'hiver et pas utiliser trop de pluie d'été. On a des systèmes de captation, on a de l'irrigation de précision qui arrive, le goutte à goutte, mais pas uniquement. Des capteurs aujourd'hui dans les sols qui permettent de dire quand est-ce qu'on déclenche et quand est-ce qu'on ne déclenche pas de l'irrigation. Peut-être un point essayer de perdre moins d'eau aussi. Pour perdre moins d'eau. En France, on a à peu près 5%, à peu près 5% de surfaces qui sont irriguées. En Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, Italie c'est 20%, Espagne 13%, Pays-Bas 11,6%. Donc on est un pays qui irrigue, somme toute, encore aujourd'hui assez peu. On a de la chance en fait. La guerre de l'eau, elle est incompréhensible. C'est pas possible d'avoir ce type d'opposition et même de comportements qu'on a vu ce week-end qui sont pas acceptables, parce qu'on a des agriculteurs aujourd'hui dont la mission première c'est de nourrir, et cette mission-là, elle est en danger. Elle est mise en danger par des oppositions comme celle-ci. C'est pas normal. Nous, dans les coopératives, certains salariés reçoivent des cercueils dans leur boîte aux lettres. C'est quand même on est dans un monde où aujourd'hui ça n'est plus entendu, où des fractions, des extrémités n'arrivent plus à dialoguer et à faire avec beaucoup de pragmatisme, parce que je pense qu'il faut qu'on remette du pragmatisme et de la raison pour arriver à produire. Et la souveraineté alimentaire, ça n'est pas un acquis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en danger. On considère ça, nous, comme étant en danger. On regarde la perte de la France sur le terrain de la production agricole. C'est un fait. Nos balances commerciales sont devenues déficitaires si vous enlevez le vin. Donc c'est une vraie source d'inquiétude. Et pour pouvoir produire, il faut qu'on ait des hommes, de l'eau, et puis de la bonne volonté, des gens qui ont envie d'y travailler. Bien, il est 11h46, nous allons terminer. Allez-y, appelez, n'hésitez pas. 0826 300 300. Nous allons terminer juste après cette dernière page de pub. Jean-Jacques Bourdin. Bien, on parlait de la violence de certains mouvements activistes qui sont au-delà de l'écologie, Yann Verling. C'est pas l'écologie que vous défendez. C'est une. Mais j'ai envie de dire plus que ça. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ces mouvements de violence nuisent à l'écologie. Nuisent à l'écologie, parce que moi qui suis plutôt pragmatique, plutôt nuancé, je n'arrive pas à porter mon message parce que on me met dans une case. Vous n'arrivez pas à dialoguer avec eux ?
Avec eux, non, mais même, je voyais bien le débat. C'est quand on est dans la nuance, on nous dit, mais vous êtes de quel côté à la fin? Vous êtes du côté du noir ou du blanc? En fait, non, on peut aussi être dans la nuance. Mais la violence aujourd'hui empêche la nuance, empêche le débat. Et moi, aujourd'hui, qui suis un écolo pragmatique, je vois bien qu'il y a d'autres écolos qui sont pas très clairs sur la condamnation de ces violences. Et du coup, ça met un espèce de melting là, un peu mou, dans lequel on sait plus où on est. Et moi, je suis clairement contre ces actes de violence et contre cette écologie très radicale qui nous empêche de discuter. Sébastien Lorquin, ça va se multiplier ces mouvements violents au nom de la défense de l'environnement. Ça va se multiplier et c'est même quelque part, nous dans notre livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est une cartographie des nouveaux mouvements écologistes qu'on voit apparaître. Alors, il y en a beaucoup qui apparaissent. Il y en a beaucoup et puis il y a un double mouvement en fait duquel il faut parler. C'est-à-dire vous avez d'un côté une radicalisation de certains écologistes et puis une écologisation de certains militants radicaux, notamment d'ultra-gauche. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de la cause écologiste, l'urgence climatique, qui adhèrent dans l'opinion pour venir se greffer dessus et commettre des violences. Vous avez ça. Et puis, vous avez donc, une multitude d'actions radicales qui vont se multiplier. On en parlait tout à l'heure, avec les bassines Toulouse-Castres, Rouen, le contournement de Rouen. C'est là où les affrontements auront lieu. C'est probable. Et c'est même quelque part assumé aujourd'hui. C'est ce qu'on explique. C'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre livre, on leur donne la parole. On essaie en tout cas d'écouter et de comprendre pourquoi ils s'engagent là-dedans. Et ce qui vous explique, c'est que c'est une stratégie. Il cite un penseur suédois qui s'appelle Andreas Malm, qui prône le flanc radical, c'est-à-dire faire planer la peur de la violence avec un flanc radical, et qui va en fait inciter le pouvoir en place à discuter avec le flanc modéré. Donc on est aujourd'hui là-dedans. On est là-dedans. Vous le sentez, Florence Pradier ? Oui, évidemment, c'est préoccupant et c'est même très inquiétant parce que on voit aussi des dégradations dans certaines exploitations avec des gens qui prennent la liberté d'aller dire non mais moi ce que vous faites ne me convient pas et donc on vient chez vous, on entre chez vous, il y a beaucoup d'intrusions, on fait fi de la propriété privée et on vient détruire l'appareil productif. Ça c'est effectivement très inquiétant, ça n'est pas admissible. Détruire l'appareil productif et peut-être non on touche pas aux animaux mais pour l'instant ça peut arriver. Ça peut faire partie des choses qui, en tout cas des appels de certaines organisations qui peuvent être de toucher aux animaux aussi, parce que la cause animale est aussi un sujet qui, je dirais, existe dans la vie des citoyens. Il existe des militants animalistes ou antispécistes qui sont aussi sur cette question-là. Pour eux, l'élevage est à condamner. Et nous, notre enjeu, c'est d'encourager et de faire qu'il y ait des gens qui acceptent encore de travailler dans ces conditions. C'est un vrai sujet. La question du renouvellement des générations en agriculture, elle n'est absolument pas assurée. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de monde qui veut faire ce métier parce que, effectivement, il doit faire face à des injonctions de ce type qui vont jusqu'à de l'intrusion et qui sont extrêmement perturbantes. Quand vous êtes quelqu'un et que vous fabriquez, votre mission première, c'est de nourrir. Vous faites correctement votre travail, vous êtes un citoyen comme tout le monde, vous avez des enfants, vous avez la même préoplation que n'importe qui de l'avenir, donc votre métier vous le faites, vous avez des contraintes qui sont considérables, qui sont les contraintes climatiques évidemment, mais il y a aussi des contraintes de produire et d'arriver à nourrir plus de monde parce que la planète, la population augmente également, on est aussi sur ce sujet-là, donc on a l'impression de faire bien son travail, on s'adapte parce qu'il y a une vraie adaptation et je pense que la question des transitions agroécologiques en agriculture, elle est complètement adoptée. Aujourd'hui, tout le monde cherche des solutions pour essayer de produire au moins autant et mieux et durable. Mais quand vous faites ce travail-là, en fait, si vous avez ce type de comportement, effectivement, c'est très, très démotivant. Oui, et juste préciser, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en fait, la crise climatique est en train finalement de nous rapprocher d'affrontements multiples, alors qu'en fait, en tant que société, il faudrait qu'on fasse preuve de coopération. Évidemment. Pour lutter contre le défi climatique, il nous concerne tous. Donc, il est urgent finalement d'appeler à un dialogue réel et global. Trouver des compromis, oui, plutôt que de s'affronter. Et de faire l'éloge de la nuance aussi. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. C'est très intéressant, toutes ces réflexions, ces remarques. Merci d'être venus nous voir. Et demain, effectivement, nous ferons un débat, nous organiserons un débat entre 11h et 12h sur la violence. À la limite, je poserai même la question, est-elle nécessaire pour conquérir le pouvoir pour certains? C'est vrai que pour certains, il n'y a que par la violence qu'on peut arriver à conquérir le pouvoir. 11h55, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio.